Merci d'être avec nous pour la 3e session de Futurapolis Planète, que ce soit en streaming ou ici, sur place, au Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle, et je m'excuse pour ceux qui étaient là depuis les toutes premières sessions, parce que je vais radoter, que vous pouvez, en envoyant un SMS au 07 69 69 38 33, poser vos questions à nos invités. On aura un temps qui y est consacré à chaque fin de table ronde. Alors cette session, je l'ai dit, s'intitule « Passe sanitaire, confinement, algorithme. La liberté a-t-elle encore un sens aujourd'hui ?» On l'a dit, plus que jamais menacée, la liberté dans le pays des Lumières connaîtrait ces derniers instants. Les passes, masques, QR codes, tests sanitaires sont ou seraient les derniers avatars d'une longue liste d'empêcheurs de tourner en rond, algorithmes, données et autres dispositifs de surveillance. On vous propose donc d'en débattre avec un philosophe qui proclame, je cite, « fuir les injonctions permanentes des gouvernements et des algorithmes ». Merci de réserver un accueil chaleureux à Gaspard Koenig, qui est philosophe et écrivain, fondateur du think tank Génération Libre et du mouvement Simple. C'est Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, qui croisera le fer avec lui. Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Alors, c'est un moment particulier pour moi parce que c'est la première fois que nous avons un long compagnonnage amical et intellectuel avec Gaspard Koenig, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui. C'est la première fois, Gaspard, que nous allons avoir une conversation en public. C'est vrai. D'habitude, ça se passe au restaurant ou au journal. Donc on est très heureux alors de te recevoir. Tu es un spécimen rare dans la vie intellectuelle française, car tu es un intellectuel qui ne reste pas dans sa bibliothèque, bien au contraire. Là, tu reviens d'un grand périple à cheval sur les traces de Montaigne, que les lecteurs du Point ont pu suivre dans le journal l'année dernière, sur notre site, et qui a donné lieu à ce qui est pour moi, vraiment le grand livre de cette année, Notre vagabonde liberté, qui est paru à la rentrée aux éditions de l'Observatoire. C'est non seulement un récit de voyage, mais c'est aussi un périple intellectuel. Tu es un intellectuel qui pratique ce que le fondateur du Point appelait le doute méthodique. Tu es quelqu'un qui confronte régulièrement ses convictions, ses intuitions à la réalité, à la pratique. Et c'est ce qui ressort de ce voyage, et c'est fascinant parce que je crois que tout citoyen aujourd'hui qui s'interroge sur notre modèle à la fois économique, démocratique, qui s'interroge même aussi sur sa propre vie, doit lire ce livre parce que tu es le guide vraiment idéal pour cette remise en question, cette interrogation, à la fois sur soi et sur la société. Et tu as une nouvelle actualité en cette rentrée. Tu publies avec Nicolas Gardère un manifeste qui s'appelle « Simplifions-nous la vie » et qui accompagne, nous en parlerons au cours de notre entretien, la création d'un mouvement que tu as lancé la semaine dernière à Paris, au Théâtre des Variétés, qui est un mouvement qui s'appelle Simple et qui vise à placer le sujet de la simplification du pays au cœur d'un projet qui était intellectuel, qui devient politique. Nous en parlerons. Alors le fil conducteur de tout ça, Gaspard, c'est la liberté, qui est le thème de notre conversation, qui va être le fil conducteur le fil de notre conversation. À la question de la liberté, toi, il y a très longtemps que tu la poses. Elle est posée de manière encore plus aiguë aujourd'hui, à l'heure du Covid, du pass sanitaire. D'abord, si on devait, ce qui est intéressant pour mieux te connaître, c'est comprendre un peu l'origine de ta vocation et ton cheminement intellectuel. Comment tout ça a commencé? Est-ce que, comme Obélix, dans quelle marmite tu es tombé en étant petit? Merci, bonjour à tous. Moi, je viens d'une famille, pour aller vraiment au fond de la marmite,
d'une famille de 68 arts. Au fond, je représente un peu, dans mon parcours familial et personnel, l'évolution de la France sur un peu plus d'un demi-siècle, puisque mes grands-parents étaient des petits bourgeois catholiques de province. Mes parents sont montés à Paris pour mettre tout ça par terre, rejeter la religion, l'autorité, vivre libre, partir en Turquie en sandales, en 2 chevaux. Et puis moi, je suis le produit de tout ça, et j'étais à la fois un peu cosmopolite. J'ai vécu à l'étranger, j'ai toujours beaucoup voyagé. Et en même temps, je ne me satisfais pas non plus complètement de l'idéal libertaire, et j'essaye de trouver finalement de manière plus raisonnable, plus sérieuse, des systèmes de philosophie politique qui permettent de faire vivre cet idéal de manière très concrète. L'idéal, c'est simplement que chacun puisse au fond vivre sa vie en accordance avec ses propres valeurs. Et quand j'étais étudiant en philosophie, j'avais pas trop le choix. J'étais un peu... J'étais deleuzien, j'étais vaguement anarcho-communiste. Enfin, tout le monde est dans le même moule. Et on n'a pas beaucoup, au fond, de choix intellectuels qui nous sont proposés. Et il a vraiment fallu que je termine mes études, en fait, et c'est après l'agrégation que j'ai découvert le libéralisme comme pensée politique. Parce que bien sûr, pendant mes études, on avait fait du Tocqueville, on avait fait John Locke. Je me rappelle que j'avais John Locke à la Greg, et j'avais même pas percuté que John Locke était le père fondateur du libéralisme. On avait fait John Locke sur les idées reçues, les idées acquises, on avait fait le traité sur la tolérance, tout ça, mais la tradition libérale, c'est-à-dire la ligne, le fil conducteur, n'est pas vraiment appréhendée comme telle, parce qu'on a beaucoup perdu cette tradition intellectuellement, culturellement et du coup politiquement, parce que tout est lié. Et donc j'ai découvert un peu par moi-même Tocqueville, Jean-François Revel pour les Français, et puis après toute la littérature. J'ai fait un mémoire sur Condillac, du coup, qui est un des premiers libéraux, un physiocrate, écrit un traité contre les systèmes qui m'intéressait parce qu'il était précisément contre le principe du système philosophique, et ça c'est très libéral. Tu parlais du doute. Et l'idée du philosophe libéral, c'est toujours que, au fond, il n'y a pas de système qui tienne. Le système est toujours un aveu d'échec. Quand on essaye de tout mettre dans des cases, c'est qu'au fond, on avoue qu'on a renoncé à comprendre. Et donc, autant il faut que les biens circulent, il faut que les êtres circulent, mais il faut aussi que les idées circulent et échappent elles-mêmes à toute forme de préconception. Et donc j'ai lu toute cette philosophie qui est encore une fois très peu enseignée dans notre pays. Et j'en ai ensuite fait un combat, effectivement, en considérant que la France avait inventé ce système politique, que nous en étions quand même les héritiers parce que les fondements de nos sociétés restent libéraux, et que nous lui avions tourné le dos, et que de ce faisant, nous avons aussi tourné le dos un peu à la liberté tout court. Et donc j'ai fondé un think tank, Génération Libre, qui est là pour proposer des politiques publiques, parce que j'ai toujours voulu mêler ma réflexion à l'action, c'est clair, à travers à la fois un think tank qui lui fait travailler des économistes, des juristes, des sociologues qui vont un peu plus loin dans le degré de précision des propositions qu'on peut faire, et puis à la fois sur le plan personnel, parce que je voyage, et je n'arrête pas de voyager soit très loin dans le monde, soit tout près de chez moi, mais sur un cheval, ou enfin à chaque fois avec des prétextes divers pour aller sur le terrain et faire un travail de reportage au fond. Mais enfin c'est toujours la même idée, mêler les idées au terrain. Alors, si on prend un peu ces voyages qui ont un peu structuré ton itinéraire, c'est intéressant. Donc, le premier était un voyage où tu as rencontré en quelque sorte des gens qui défendaient une forme de liberté. Hein, tu as fait ce grand voyage où tu allais aussi bien chez les Américains qui défendaient le port d'armes, tu es chez les producteurs de cannabis au Texas, je crois, tu allais aussi à Genève au siège de l'OMC. Et ce premier voyage, déjà, on sent qu'il a remis pas mal de choses en question en toi. Hein. Ensuite, il y a eu ce voyage au pays de l'intelligence artificielle. Tu as fait un très très long tour du monde où tu es allé rencontrer les grands acteurs finalement de ce nouveau monde, comprendre leur mode de pensée. De ces 2 voyages, avant on viendra ensuite au voyage sur les traces de Montaigne, mais quel a été J'ai le sentiment que c'est le voyage au pays de l'intelligence artificielle qui t'a le plus secoué. Complètement, parce que disons philosophiquement, j'étais forcément assez technophile pour l'innovation, pour
le monde moderne, pour la disruption, etc. Et donc, là aussi, en parlant avec toi, on a décidé de lancer ce projet de voyage où j'ai fait le tour du monde, côte est, côte ouest des États-Unis, Chine, Israël, Danemark, Royaume-Uni et puis bien sûr France, pour aller à la rencontre des gens qui font, au fond, le monde moderne, ceux qui créent les algorithmes, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle ou qui investissent dedans, les économistes, les chercheurs, tout cet écosystème. Et c'est vrai que j'étais parti un peu la fleur au fusil et disons avec gourmandise, disant je vais découvrir un monde formidable. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'aller sur le terrain, parce que à force d'avoir, j'ai eu plus de 130 interviews avec ces gens, et ça laisse forcément une atmosphère, indépendamment même du fond. Et c'est vrai que cette atmosphère m'a un peu déjà déplu, parce que c'est une atmosphère au fond très inculte. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire dont ils sont issus, avec l'exception de Peter Thiel, dont le bureau est complètement tapissé. Peter Thiel, rappelle peut-être. Investisseur américain, milliardaire, libertarien. Mais enfin, mon point, c'est que sa bibliothèque est tapissée de grands classiques et que dans le petit salon d'attente, on trouve le discours sur la condition des grands de Pascal en GF, en plein San Francisco, en français. Mais c'est très rare. Mais tu avais noté quand même que malgré tout, tous ces leaders, tous ces innovateurs, tenaient leurs enfants à l'écart des tablettes et des... Voilà, c'est des petits indices qui apparaissent justement sur le terrain, pas forcément dans l'entretien formel, mais après, quand on discute. Et puis je leur demandais souvent comment vous éduquez vos enfants. Et comme Steve Jobs, qui de manière très célèbre interdisait l'usage de l'iPad chez lui, là, tous ces gens qui passent leur temps sur les TED Talks à expliquer que technology will save the world, quand il s'agit de leurs propres enfants, de leur propre chair, tout d'un coup sont beaucoup plus prudents sur l'usage des technologies. Et puis j'ai aussi discuté avec les neuroscientifiques qui travaillent pour les grandes plateformes et qui m'ont expliqué de manière très cash les techniques qu'ils mettent en œuvre pour rendre les gens addicts. Ce sont des techniques au fond très simples. On sait comment marche le cerveau, on connaît les circuits de récompense du cerveau et donc on manipule l'utilisateur pour qu'il soit le plus... pour capter son attention, parce que l'attention génère de la donnée et que la donnée, c'est ce qui fait la fortune, la richesse, le profit de ces plateformes. Donc c'est vraiment une question de modèle économique qui est fondée sur la... C'est la principale menace pour nos libertés, ça, aujourd'hui. Et donc, en fait, voilà, ma conclusion, c'était que ça a beau être... C'est Google le plus grand ennemi de notre liberté ou... C'est ça, ça a beau être la concurrence, le monde du privé, le monde de l'innovation. Quand on est libéral, quand on est un vrai libéral, j'allais dire un libéral classique, on considère que ça pose des dangers sur nos libertés qui peuvent être tout aussi importants, voire plus graves, que les injonctions du gouvernement. Et donc, mon sentiment, c'était que la question centrale de ces technologies, enfin de l'usage en tout cas commercial qui en est fait, est la question du libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait de notre libre arbitre? C'est aussi la question que pose Harari dans Homo Deus. Il dit si on considère que scientifiquement le libre arbitre n'a plus de sens et que dans la pratique et la mise en place de ces technologies qui captent de la donnée pour nous connaître et qui ensuite vont nous inciter de manière très précise, on délègue notre capacité de choix à la machine parce que finalement on pense qu'elle va prendre une bonne décision, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Mais au fond, c'est tout le fondement libéral de notre société qui s'écroule. Parce que pourquoi on met un bulletin de vote dans l'urne? Pourquoi est-ce qu'on est récompensé par profit et perte quand on est dans le circuit, ou puni par les pertes quand on est dans le circuit économique? Pourquoi est-ce qu'on va en prison quand on commet un crime? Parce qu'on considère qu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on est des êtres autonomes, qu'on est capable de se décider, d'assumer nos choix. Et ça, c'est le principe de base quand même de quelqu'un qui croit en la liberté. Et ces technologies font donc peser une menace qui va au-delà de la question de la surveillance, qui est vraiment une question sur la manière dont nous faisons nos choix, dont nous entraînons notre cerveau à faire des choix. J'avais lu à l'époque des études justement neuroscientifiques sur le cerveau des chauffeurs VTC, et qui expliquent que comme ils suivent un itinéraire prédéterminé, qui font ça 8 heures par jour, eh bien, les zones du cerveau qui sont responsables de la décision deviennent petit à petit atrophiées. Et donc, en fait, quand on perd l'habitude de décider sur les petites choses, 8 heures durant, tous les jours, on perd aussi la capacité de se décider, de faire ses propres choix, de constituer une personnalité singulière sur les grandes choses. Et donc, on devient tous très, très moutonniers, et indépendamment du rôle de l'État, du rôle des gouvernements.
Et j'essaye quand même toujours ensuite de proposer des solutions et de faire ensuite travailler mon think tank pour les renforcer techniquement. Et en l'occurrence, une solution justement qui est fondée sur la liberté que je trouve intéressante, c'est celle de la propriété privée des données personnelles qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des droits sur les données, mais qui sont des droits de la personne. Vous en parlerez peut-être avec Margrethe Vestager tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut passer à un droit patrimonial, expliquer que la donnée, c'est un bien, comme la voiture, comme une œuvre de propriété intellectuelle, et que sur ce bien, le droit de propriété est le plus protecteur du monde, en fait, parce qu'il donne l'usus, le fructus et l'abusus. Donc toutes ces informations sur nous-mêmes que nous communiquons en réservant un billet de train ou autre, on devrait pouvoir, donc c'est vraiment un statut et qu'on puisse gagner de l'argent sur l'utilisation. Gagner de l'argent ou pas, qu'on puisse contrôler l'usage de cette donnée et en décider contractuellement. Complètement aberrant qu'aujourd'hui, quand vous achetez une baguette de pain avec votre carte bleue en cashless, c'est très bien le cashless payment, moi je suis très pour cette innovation. Mais pourquoi est-ce que je suis forcé de renseigner ma banque sur mes habitudes de consommation? Ça, c'est quelque chose que je n'ai signé nulle part, enfin si, que j'ai probablement signé dans des conditions d'utilisation que je n'ai pas comprises. C'est quelque chose que je ne suis pas à même de négocier. Même quand vous achetez une voiture, vous pouvez négocier la couleur du siège, vous pouvez négocier la taille du cendrier, enfin toutes les options. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est-à-dire quel degré de maîtrise vous conservez en tant que conducteur sur la voiture et où vont les données et qui s'en sert, vous le perdez complètement. Vous n'avez même pas la possibilité d'en être informé. Toutes les données, quand vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, vont directement au constructeur. Tesla les utilise, peut commander votre voiture à distance. Et donc ça, ce sont des choses très importantes en termes de développement même de notre personnalité. C'est-à-dire qu'il y a derrière ces aspects économiques une question métaphysique qui est est-ce que je peux me contrôler moi-même et contrôler mon environnement, dire voilà ce que j'accepte de livrer de moi et voilà ce que je n'accepte pas. Et que, en fait, dans ce système patrimonial, eh bien, nous aurions nos propres conditions d'utilisation sur lesquelles les plateformes viendraient cliquer. Donc on inverserait totalement le rapport de pouvoir. Et c'est pour ça que quand on parle des GAFA, moi je ne suis pas forcément pour les casser, les mettre en petits morceaux et tout ça. Ils sont effectivement très nuisibles, mais c'est là qu'on voit que les différentes philosophies politiques proposent des solutions différentes. Vous êtes souverainiste, vous voulez faire un cloud souverain, parce que vous considérez que les données doivent être nationales. Moi je m'en fous, du moment que je suis protégé en tant qu'individu, que les données soient stockées à San Francisco ne me dérange pas particulièrement. Vous avez les socialistes, les redistributeurs qui veulent les taxer à mort pour redonner l'argent de manière égale aux utilisateurs. Ça se comprend. Julien Drey avait fait une proposition en ce sens. Et puis vous avez la famille libérale qui dit donnons des droits de propriété, permettons à chacun de faire ce choix et de trouver au fond des solutions qui seront développées également par le marché. Mais c'est bien à l'État de donner ce cadre-là et de protéger ce droit-là. De manière générale, est-ce que tu ne penses pas que la liberté n'est plus la préoccupation première dans notre monde? Est-ce que la sécurité, la santé ne passent pas bien avant et que pour préserver cette sécurité, cette santé, nous sommes prêts, nous sommes tout à fait consentants pour abdiquer une grande part de nos libertés? Je pense que la liberté n'a jamais été, au fond, facile à défendre dans l'histoire de l'homme. C'est toujours une position minoritaire et c'est toujours une position qui demande une forme de recul. Quand vous entendez un propos insupportable, votre premier réflexe, c'est de dire on ne devrait pas avoir le droit de dire ça, il faut l'interdire, ce type, il ne faut pas qu'il puisse dire ça. Et se dire mais non, il faut qu'il puisse tout dire parce qu'on peut le réfuter, que c'est en réfutant qu'on gagne le combat de la raison, que moi-même je pourrais m'exprimer, etc. Ça demande une forme de réflexion de second degré qui n'est pas évidente, qui n'est pas instinctive. Et donc ce travail, quelque part, il est toujours à refaire. Et la liberté est toujours menacée. Tu mentionnais le voyage sur les traces de Montaigne. À l'époque de Montaigne, au XVIe siècle, c'était pleine guerre de religion, donc la liberté intellectuelle très compliquée. Il y avait un virus bien plus violent qu'aujourd'hui, c'était la peste, donc liberté de circulation très compliquée. Et lui, il avait dit, par exemple, je refuse que les circonstances extérieures me restreignent jamais ma liberté de circulation. C'est celle à laquelle je ne peux pas renoncer. C'est pour ça qu'il avait entrepris ce voyage en pleine épidémie de peste. Mais c'était c'était un choix personnel, politique quasiment, difficile à faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les menaces qui pèsent sur... Mais dans le cas d'une épidémie, tu peux aussi te dire que tu as une responsabilité vis-à-vis des autres. Ta liberté, elle n'est pas absolue. Tu es dans une société, tu as des gens qui peuvent être contaminés. Bien sûr, mais
je pense que les restrictions doivent être proportionnées et qu'on a oublié au fond cette question de la proportionnalité et qu'on est dans un mode politique où il faut aboutir à zéro risque. On n'admet pas, par exemple, aujourd'hui que le virus puisse circuler, même si les gens sont protégés parce qu'ils sont vaccinés. Parce qu'on voudrait qu'il y ait zéro virus, zéro cas, et que personne ne soit obligé d'aller à l'hôpital. Si on vit dans une société, enfin, si on conserve cet objectif politique du zéro risque, zéro cas, on va vivre en prison ouverte pendant 10 ans. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel degré de risque on est prêt à accepter collectivement, parce qu'on le fait tous les jours. On le fait quand on prend notre voiture, on le fait quand on construit une école ou un hôpital, on mesure le risque, on mesure le pour et le contre, et on fait un choix en acceptant un certain niveau d'incertitude. Mais là, comme tous les projecteurs médiatiques sont braqués sur ce virus, on a décidé d'éliminer le risque. Et, donc du coup, on ne peut pas le traiter, en fait, de manière rationnelle. Par exemple, mon think tank avait fait une note pendant les confinements, avant donc, la vaccination. On n'était pas opposé au confinement, on disait, mais quelle est la bonne mesure pour traiter des confinements, pour décider? Et on disait, là, on nous vend, c'est la santé contre l'économie, comme si c'était des mesures différentes, sans proportionnalité possible. Mais ce n'est pas vrai. D'abord, on ne sauve pas des vies, on les prolonge. Et ensuite, quand on décide de sacrifier une partie de l'économie, on raccourcit aussi des vies. Il est bien montré aujourd'hui, notamment avec les études qui ont été faites après la crise de 2008, que tous les gens qui glissent dans la pauvreté voient leur espérance de vie diminuer. Et donc, avec mon think tank, j'avais demandé à un épidémiologiste et un juriste de faire une note qu'on a publiée, qui est assez technique, en prenant deux paramètres comparables, combien ces mesures sauvent-elles d'années de vie et combien coûtent-elles d'années de vie. Le résultat, c'était elles permettent de gagner 500 000 années de vie, mais elles en font perdre 1 200 000. Néanmoins, si c'est une situation négative, il est possible que cet arbitrage soit le meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce terme-là qu'il faut comparer en gardant en tête l'idéal de proportionnalité et sans s'abandonner, disons, à cette folie anxiogène qu'il faudrait éliminer tout risque. Et c'est qu'en fait, quand on veut faire ça, qu'on s'arrête de vivre par peur de mourir. Et Montaigne, qui vit dans une époque où la mort est toujours présente, où le risque est toujours présent, explique bien qu'il faut s'exercer à la pensée de la mort et accepter la pensée de la mort parce que c'est ça qui rend libre. Alors, tu as vécu un Covid particulier puisque tu t'es élancé donc, sur les traces de Montaigne, à cheval, à peu près au moment du confinement, hein, ça coïncidait. Tu es passé pas très loin de Toulouse, parce que tu es parti à côté de Bordeaux, oui. Tu es remonté. Alors, dis-nous un peu ton itinéraire. Alors, pas très loin de Toulouse en voiture, mais à cheval, au moins 15 jours. Donc, ça dépend des référentiels. Je suis parti de Saint-Michel-de-Montaigne, juste à l'entrée du Périgord, à la fin des vignes de Bordeaux, à l'entrée du Périgord, pas très loin de Bergerac. Et puis ensuite, je suis remonté jusqu'à Meaux. J'ai rebiqué vers les Vosges, vers l'est. Et puis des Vosges, je suis passé en Allemagne, jusqu'en lac de Constance, la Bavière. Je suis remonté jusqu'à Augsbourg. Et après, je suis redescendu jusqu'à Rome. J'ai donc suivi l'itinéraire qu'avait effectué Montaigne en 1580, quand il était parti pour ce grand voyage dont il a laissé un carnet de voyage qui n'était d'ailleurs pas destiné à être publié, et qui m'a permis de retracer à peu près pas les mêmes routes, mais enfin au moins de passer par les mêmes villes, avec le même moyen de transport, c'est-à-dire un cheval, mais dans des conditions très différentes, puisque à l'époque de Montaigne, eh bien, évidemment, les routes étaient faites pour les chevaux. Il y avait des relais de poste, donc il changeait de cheval tous les jours. Il était accompagné d'une quinzaine de gens, gentilshommes, serviteurs, qui fait qu'il n'avait jamais à harnacher son cheval ni à se poser des questions de vétérinaire. Mais que moi, j'avais une jument que je devais préserver, ménager. Évidemment, je devais trouver mes gîtes pour le soir. Et donc, c'est ça qui rendait l'expérience en fait vraiment amusante. C'est de devoir demander l'hospitalité, de devoir toquer aux portes, de devoir parler avec les gens pour trouver le meilleur itinéraire, savoir quel pont était passable, là où il y avait des barrières ou pas. Et donc, ça m'a plongé vraiment dans la profondeur des territoires. Et j'avais justement envie, en sortant du voyage sur l'intelligence artificielle, en fait, moi, chaque voyage un peu conduit au suivant. Après, on parlera de simple, qui est la conséquence du voyage à cheval, donc à chaque fois on avance. J'avais justement envie de faire l'inverse de l'intelligence artificielle, au sens où je voulais faire un voyage lent et surtout aléatoire.
Montaigne, en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Montaigne, c'est que Montaigne est un philosophe de l'aléa. Il écrit en digression et il voyage en détour. Il part, il revient, et ses compagnons de voyage s'en plaignent beaucoup d'ailleurs. À un moment donné, il dit finalement on va en Pologne, puis finalement on va en Grèce, et puis il revient sur ses pas, puis il va rendre visite à un ami, puis à un moment donné il fait une petite bataille, parce qu'à l'époque on pouvait faire une bataille, il fait un siège militaire, il va accompagner voilà. Donc il se laisse ouvert aux opportunités, aux coïncidences, aux hasards qu'il va trouver sur son voyage. Et c'est ça son guide, en fait, c'est le hasard. D'ailleurs, il le dit bien, rien de noble ne se fait sans hasard. Et il est difficile, quelque part, de réintégrer le hasard dans nos vies, parce que tout est facilement programmable. Vous prenez un avion, vous savez à quelle heure sera la voiture, vous savez, et de plus en plus, justement, l'IA nous permet de planifier nos existences de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et donc, c'était tout l'inverse que je voulais faire. Et ce que dit très bien Montaigne aussi, c'est que l'ennui, en fait, naît de la planification. Parce que je me suis souvent demandé pourquoi je ne m'ennuyais pas quand j'étais avec mon cheval sur les routes pendant des heures. Et en fait, je m'ennuyais en une circonstance, c'est quand la route était droite. Et pourquoi ? Parce que vous voyez le point d'arrivée. Et quand vous voyez le point d'arrivée, chaque pas est décompté, est négatif. C'est un pas en moins qu'il faudra faire pour atteindre l'objectif. En revanche, quand vous êtes dans une forêt qui serpente, vous n'avez plus d'objectif. Le seul objectif est de vivre l'instant présent. Et se détacher de l'idée d'objectif est quelque chose, prendre l'objectif pour un prétexte, est quelque chose au fond de difficile qui, moi, m'a demandé du temps, qui m'a demandé plusieurs semaines. Je me disais, il faut que j'arrive à 15 heures, combien j'ai fait de kilomètres heure, quelle est ma moyenne et tout ça. Puis après, j'ai arrêté de penser à tout ça. J'ai dit, on s'en fout que j'arrive à 15 heures, que j'arrive à 19 heures, que je m'arrête une semaine ici ou pas. Et donc, j'ai commencé un peu à me laisser aller, mais ça demande un certain travail sur soi, au fond. Alors, c'est un livre, tu racontes ça, hein, Notre vagabond de liberté, vraiment, je vous le conseille. Ce que ça a changé en toi, mais aussi c'est un livre qui ouvre plein de pistes philosophiques et politiques. Et notamment, il y a la question du rapport à la nature, à la Futurapolis Planète, il y a la question de la planète, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a cette image, a priori, que le libéral n'est pas quelqu'un qui se soucie de la planète. Et toi, dans ce livre, tu développes un peu toute une philosophie de ce que devrait être aujourd'hui le rapport à la nature dans une société libérale et capitaliste. Quel est notamment Et tu rappelles que d'ailleurs, à l'origine même du libéralisme, c'est Tocqueville qui fait donc un voyage, tu peux aussi peut-être nous le raconter, qui va être assez fondateur pour lui. Il y a un sentiment de culpabilité aussi vis-à-vis de la nature. Comment tu envisages aujourd'hui à la fois d'être libéral et respectueux de la nature ? Je pense que justement, il faut d'abord bien distinguer une fois pour toutes le libéralisme du néolibéralisme, qui est un terme que j'ai longuement réfuté en disant mais ça c'est simplement un terme critique, mais qui ne correspond pas à une réalité intellectuelle. En fait, si, il suffit de lire la somme de Serge Audier sur les néolibéralismes pour se rendre compte qu'il y a un vrai programme dans le néolibéralisme, qui est un programme qui associe en fait un gouvernement très fort qui surveille la population. C'est l'analyse qu'en fait Foucault, mais elle est juste. Et une économie qui est vraiment fondée sur le principe d'utilité, qui n'a pas du tout pour idéal la liberté des gens, mais l'optimisation des processus, qui n'a rien à voir, et qui, au fond, déshumanise beaucoup notre univers. Donc déjà, quand on a séparé les deux, on est plus confortable pour critiquer les processus d'optimisation qui font que les gares ne ressemblent plus à des gares, mais à des espaces de la gare. Je veux dire, c'est vraiment parabolique de notre société. Vous avez on appelait ça les salles des pas perdus. Justement parce qu'on pouvait perdre, c'est pas perdre son temps. Maintenant, il n'y a plus de pas perdus dans les gares. Vous devez constamment scanner des trucs, vous avez des portillons, vous avez des vigiles partout. Je trouve que l'évolution de la gare est symptomatique de cette évolution. Tu préférais le buffet de la gare, que tu n'as pas vraiment connu d'ailleurs, parce que tu es trop jeune. Mais c'est pas par nostalgie, parce que je pense qu'on pourrait par exemple utiliser la technologie pour avoir des billets anonymes avec de la blockchain. Et aujourd'hui, on utilise la technologie pour avoir des billets nominatifs où il faut prouver son identité. Donc encore une fois, dans mon voyage à cheval, par exemple, j'utilisais l'IA, des applications qui me permettaient de reconnaître les feuilles des arbres. Donc quand j'étais sur mon cheval, je cueillais les feuilles pour comprendre un peu, parce que moi je connais assez mal les essences d'arbres. Et puis c'était de la pure IA participative qui vous donnait la probabilité que ça soit un chêne, un frêne, un hêtre. Donc je pense qu'on peut absolument utiliser la technologie à des fins, à des fins nobles, où l'homme est libre au sens où il est souverain de soi et
épaulée par la technologie pour parvenir à ces fins-là. Elle est neutre, la technologie. Simplement aujourd'hui qu'on a décidé de l'utiliser à ces fins de surveillance. Mais donc, déjà, voilà, je reviens à la nature. Donc, une fois qu'on sépare bien ces deux choses, déjà, voilà, on est plus à l'aise pour critiquer beaucoup de choses. Et effectivement, Tocqueville, qui dénonçait déjà la tutelle administrative de l'Ancien Régime et la Révolution, a aussi écrit un tout petit livre étonnant que je n'avais pas lu jusqu'à très récemment, qui s'appelle 15 jours dans le désert, où il parle de sa traversée du Michigan à cheval, justement. D'ailleurs, il y a des problèmes aussi, lui, de sel. Et il est dans les forêts primaires, sous une canopée magnifique. Et donc, c'est la nature intouchée. Et il a des passages très lamartiniens sur la beauté de cette nature, et en même temps, déjà une nostalgie qu'il anticipe, en disant l'industrialisation va faire disparaître tout ça. Non seulement la nature, mais aussi les hommes qui y vivaient, puisqu'il a des contacts avec les sociétés primitives. Et il dit, eux, voilà, il y a beaucoup de choses dont ils sont délestés, ils sont dépouillés, ils se soucient du moment présent, ils accueillent l'autre. Et on va perdre aussi tout ça dans une société trop individualiste. Et donc, il y a au fond, dans la naissance même du libéralisme, ce regret. Et ce regret que je partage, parce que le rapport à la nature vous plonge aussi dans une forme de liberté, parce que vous avez une relation très directe avec les choses, où personne ne ment, une relation très simple. Une relation qui était d'autant plus riche dans ce voyage que le cheval est un ami qui vous invite dans la nature, comme un ami qui vous présente à une soirée. Parce que, pour une raison très technique, c'est que l'odeur du cheval couvre l'odeur du cavalier. Et que l'homme est un prédateur et donc fait fuir les animaux. Mais le cheval est une proie. Et donc l'écureuil, la biche, va rester dans son... n'en a pas peur et donc reste proche. Donc vous les voyez à des distances que vous ne parveniriez pas à obtenir en étant à pied. Voilà. Et donc effectivement, je pense qu'il est tout à fait souhaitable, tout en restant dans un univers libre d'échange, d'économie de marché, non seulement de préserver, mais aussi de travailler notre environnement pour qu'il soit le plus riche possible. Et c'est ça peut-être qui distingue l'écologie libérale d'une autre forme d'écologie. Tu n'es pas décroissant. En tout cas, je ne pense pas que la croissance doive être un objectif de politique publique. Donc, ni la croissance, ni la décroissance. L'objectif de politique publique, c'est de permettre aux gens d'engager les transactions qu'ils souhaitent, ou non. Et ensuite, la croissance, on voit bien si ça vient ou pas. Mais je ne pense pas que ça doit être un objectif pour l'État, parce qu'au fond, c'est déjà un objectif moral. Mais là où je distinguerais l'écologie libérale d'une autre forme d'écologie, c'est que je pense que l'idée n'est pas de... Vous savez, la mode de l'écologie aujourd'hui, c'est le rewilding. C'est-à-dire il faut laisser les espaces naturels se redévelopper de manière sauvage, sans la présence de l'homme. Mais en fait, cette philosophie-là, elle oppose l'homme et la nature. Et quelque part, de ce fait, elle retombe dans une forme d'anthropomorphisme. Alors que moi, je pense que l'homme peut être, comme le dit le botaniste Gilles Clément, que j'avais rencontré d'ailleurs au cours de ce voyage, un peu par hasard, il peut être un jardinier de la nature. Et il peut, au fond, l'aider à être encore plus diverse. Ce qu'on cherche, c'est la biodiversité. Ce qu'on cherche d'ailleurs de manière générale, c'est la diversité des êtres comme des espèces, comme des plantes. On veut que la vie se développe en ordre spontané. Et pour ça, l'homme peut aider la nature et peut l'aiguiller d'une manière qui la rende encore plus riche. Alors, avant d'en venir aux questions, l'une des leçons de ce voyage pour toi, c'est que tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que la principale entrave aussi à notre liberté aujourd'hui, c'était la complication excessive de nos vies, complications administratives, réglementaires, qui a donc donné lieu à ce manifeste qui vient de paraître, Simplifions-nous la vie, et la création de ton mouvement, simple. En quoi ça peut constituer aujourd'hui un projet politique? Tout le monde parle de la simplification. Ce serait l'ultime projet? Alors en effet, c'est une idée qui m'est venue justement, je disais qu'un voyage conduisait à l'autre, c'est une idée qui m'est venue en chemin, puisque d'abord, je vivais une expérience de dépouillement personnel très forte, et donc l'idée de simplicité au sens philosophique du terme s'est imposée à moi, l'idée que partage Montaigne, qui parle beaucoup d'ailleurs, qui rejette beaucoup l'abondance. Ça fait penser à un essai contemporain de François-Xavier Oliveau qui s'appelle « La crise de l'abondance », je pense que c'est très juste. Et donc je pense qu'il y a un mouvement de société vers la simplicité, la sobriété, qui est important. Mais par ailleurs, de manière plus, j'allais dire, concrète, comme j'étais logé chez l'habitant, j'avais un accès très direct à ce que pensent les gens sur le territoire.
pas dire les gens normaux, mais juste les gens qui vivent sur le territoire. Et j'avais un contact sans biais. C'est très difficile de ne pas avoir le biais de l'observateur, mais j'avais cette chance d'arriver tout crotté, de demander de l'aide, du foin, un bout de canapé, et donc du coup, la relation était immédiatement d'égal à égal, et je pense que j'entendais à dîner le soir les mêmes conversations que les gens ont entre eux. Et donc, c'est pas quand le sondeur arrive et dit « Vous sentez-vous oublié ?» Les gens disent « Oui, on se sent oublié. » Mais la question, c'est est-ce que le soir à table, ils se disent « Rendez-vous compte, on est oublié ?» Quelle est leur véritable préoccupation qui vient spontanément? Et c'est là que j'ai réalisé dîner après dîner, parce que c'était toujours la même chose. On m'a jamais parlé du gouvernement. J'ai pas entendu une seule fois le nom de Macron. J'avais décidé de ne pas écouter, de ne pas regarder les infos et de ne connaître de l'information que ce que les gens m'en diraient. Et de comparer ensuite. Du coup, j'ai appris le remaniement 15 jours après. Tout le monde s'en fout. En revanche, de quoi parler vraiment les gens? De tel article du Code rural, de telle lettre de la DREAL, de tel problème avec la MSA, la sécurité sociale des agriculteurs, de tel problème avec la préfecture, de tel conflit avec la DDT, de tel incident avec la police de l'eau. Et je me suis rendu compte que ces gens qui, en plus souvent, j'étais beaucoup dans les zones rurales, pas seulement, mais beaucoup, donc qui font le choix d'une vie quelque part simple au contact direct de l'autre, de la nature, se retrouvent pris dans ce que Max Weber appelait au sujet de la bureaucratie une cage d'acier, qui fait qu'ils deviennent les comptables d'eux-mêmes et que leur vie se passe à essayer de comprendre quel statut ils doivent bien avoir dans ce système légal que plus personne n'arrive à déchiffrer. Et que ce n'est pas seulement une question de paperasse un peu anxiogène, c'est une question fondamentale de possibilité de vivre sa vie et d'aller jusqu'au bout de ses projets professionnels ou associatifs. Parce que bien souvent, les gens ont le sentiment que la norme ne s'appliquant pas à leur cas particulier, parce que la vie, elle est toujours singulière. D'ailleurs, Montaigne s'en plaint déjà. Il dit qu'il y a trop de lois en France et l'administration veut envisager tous les cas particuliers et ce faisant, elle rate la singularité de la vie, forcément. Mais donc, du coup, les gens développent une défiance totale et renvoient la défiance à l'État, qui produit ces normes absurdes. Donc, vivent dans une forme de semi-anarchie où vivons heureux, vivons cachés, et essayons de ne pas être visibles et on s'arrange entre nous, avec, du coup, une disparition à peu près totale et très grave de la notion même d'état de droit et des positions électorales qui s'en suivent. Et donc, je suis sorti de tout ça en me disant, ce sujet de bureaucratie, on le connaît à Paris. Nous-mêmes, le think tank que je dirige avait produit un rapport sur la simplification normative. On avait fait un colloque au Sénat. Il y a le Conseil d'État publie un rapport tous les 5 ans en disant trop de lois tue la loi. C'est pas possible que les textes augmentent toujours. Mais au fond, on s'en fout parce que l'élite politico-médiatique ne le vit pas dans sa chair. Parce que les puissants, soit font produire la norme pour éliminer la concurrence, c'est le cas du lobbying des grandes entreprises, soit s'en arrange parce qu'on connaît un expert comptable, un cabinet d'audit, un avocat fiscaliste qui vous débrouille le système. Et en fait, on s'aperçoit qu'un système complexe bénéficie aux initiés et en revanche est terriblement dur et violent vis-à-vis de ceux qui sont laissés à eux-mêmes sur le territoire. Que donc c'est aussi une question quelque part de justice sociale, cette histoire de complexité. Et donc je me suis dit, c'est pas seulement, ça ne doit pas être un sujet qui vient après les autres, une fois qu'on a fait tous les grands plans de transformation habituels, qui remettent encore des couches de bureaucratie, on dit, et puis par ailleurs, on va simplifier. Non, c'est l'inverse. Ça doit être un sujet politique matriciel. Disant, si on veut que les gens vivent leur vie, il faut leur donner les moyens de le faire. Pour ça, il faut mettre la norme au bon niveau d'intelligibilité, pour que chacun puisse l'interpréter sur le terrain, exercer son jugement personnel. Ça veut dire faire confiance au plus... Fit disait, nous vivons dans une société de défiance. C'est l'inverse qu'il faut faire confiance au plus petit maillon de la chaîne, la petite collectivité, l'individu, la petite entreprise, pour trouver la meilleure solution qui correspond à son histoire et à son environnement. Et que c'est un projet monumental en termes de politique publique, de faire moins. Faire plus, c'est très facile. Faire moins, c'est très difficile. Et toutes les commissions de simplification qui se sont succédées depuis 40 ans n'ont jamais abouti à rien. Et pour avoir parlé à ceux qui en étaient acteurs, ils me le confirment. Et les faits sont là, puisque la masse du droit continue à augmenter. Donc la question, ce n'est pas l'administration, la question, c'est la norme qu'elle ne fait qu'appliquer. Et la question n'est pas de simplifier en ôtant telle ou telle norme surnuméraire, parce que ça ne peut pas marcher. La question est de se réfléchir de manière transversale et systémique à quelle norme on garde.
Et donc, ce qu'on a fait à la suite de un peu de cette intuition, c'est que j'ai créé ce mouvement simple en mai dernier. Et puis, on a refait un tour de France avec toute une équipe cet été, pendant 3 mois. On a été sillonner à nouveau le territoire, mais cette fois avec un agenda, si je puis dire. Et donc, on a été dans plein d'endroits, voir les associations, les artisans, les fédérations, faire des réunions publiques du porte-à-porte même, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce rapport à la complexité administrative ou autre d'ailleurs, celle générée par le secteur privé est tout aussi claustrophobique. Et ensuite, nous avons élaboré avec des juristes une proposition très radicale de simplification, mais qui demande d'en faire un sujet politique absolument prioritaire. On l'a baptisé Projet Portalis en disant on l'a déjà fait dans notre histoire, sous le premier consul en 1804, quand Napoléon a demandé aux équipes de juristes de refaire le droit en dégageant les grands principes, ça c'est devenu le code civil, et en ne retenant que ceci. Et nous, ce qu'on dit, c'est de tous nos codes, à droit constant, il faut retenir les grands principes et dégager le reste. Et avec ça, on diminue de 100 à 1 le stock de normes, donc on divise par 100 le stock de normes, et on a cette magnifique promesse de dire aux gens, le droit français tiendra en un volume que vous pourrez comprendre. Ça changera tout dans la vie, dans l'organisation du pays, parce que ça veut dire plus d'autonomie locale, ça veut dire aussi beaucoup plus d'automaticité dans le recours au droit, donc de mon point de vue, un revenu universel. Donc ça a des conséquences sur l'ensemble des politiques publiques, la sécurité, l'urbanisme, etc. Il y aura peut-être des questions que Boris va nous Alors, il y a des soumettre questions, sur mais ces questions, malheureusement, sur ce on n'a plus le temps parce qu'on doit organiser la prochaine session. Mais je sais que pour celles et ceux qui ont des questions et qui souhaitent prolonger la discussion, vous allez pouvoir le faire puisque, Gaspard, vous allez tout de suite dédicacer votre livre. Donc, on vous retrouve, on vous applaudit d'abord chaleureusement. Merci. Et on vous retrouve tout de suite à côté. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans quelques instants pour notre 4e session dédiée à l'Europe avec Margrethe Vestager.